Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que t'as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Un podcast de l'association des élèves directrices et directeurs d'hôpital, avec le soutien de son partenaire, la Casdin Banque Populaire, banque coopérative, engagée aux côtés de celles et ceux qui font vivre le service public. Bonne écoute. Territoire et santé forment un couple ancien, presque fondateur. Aujourd'hui, cette évidence prend une forme institutionnelle nouvelle avec les 136 groupements hospitaliers de territoire qui permettent enfin d'ancrer les politiques de santé dans les réalités locales. Comme il le rappelle, l'équité ne consiste pas à traiter tous les territoires de manière uniforme, mais à organiser l'action publique en respectant leurs identités contrastées. Dans un contexte budgétaire contraint aussi bien pour les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les collectivités territoriales, la coopération entre ces trois acteurs demeure essentielle, d'un côté pour mutualiser les ressources et de l'autre pour asseoir une coopération efficiente au profit de l'usager de services publics dans une logique territorialisée. Embrasser l'exhaustivité des liaisons entre territoires, santé et médico-social apparaît comme une gageure irréaliste. Pour ce podcast, nous avons choisi pour illustrer notre propos de décliner plusieurs parcours usagers en psychiatrie. Cette approche prend tout son sens où accompagner un patient impose de penser le soin au-delà des murs de l'hôpital. Le territoire devient l'échelle pertinente, celle d'une coopération structurée entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Pour en discuter seront présents Clara Millier-Andréato et Thierry Laguerre de la promotion Constance Pascal des élèves directeurs et directrices d'établissements sanitaires, social et médico-social, Christelle Bouguillon de la promotion Jacqueline de Chambrin des élèves administrateurs et administratrices territoriaux et territoriales, et Yassir Musa et Thomas Javerlia de la promotion Madeleine Riffaut des élèves directeurs et directrices d'hôpital. Pour commencer, Thierry et Clara vont définir les termes, le contexte juridique dans lequel s'inscrivent les parcours en psychiatrie que nous vous présenterons à la suite. Quand on parle de santé mentale, on pense souvent aux dispositifs, aux établissements, aux professionnels. Mais avant tout cela, il y a un cadre qui structure l'action publique, le territoire. Et aujourd'hui, ce territoire n'est plus un simple découpage administratif. C'est un espace de vie, un lieu où se rencontrent les besoins d'une population, les ressources disponibles et les organisations de soins. D'ailleurs Thierry, tu peux nous en dire plus ? Cette approche territoriale a été renforcée avec la loi HPST de 2009, ce qui a confié aux agences régionales de santé la mission de définir les territoires santé adaptés aux réalités locales. Ces territoires peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Et depuis la réforme 2023, leur périmètre peut même être ajusté avec les conseils territoriaux de santé pour garantir une équité réelle d'accès aux soins. Mais complètement. Dans la pratique, un territoire de santé se construit autour de bassins de vie, de flux de patients, de réseaux professionnels. Il repose sur un dialogue permanent entre ARS, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, collectivités et représentants des usagers. Et en santé mentale, cette dimension territoriale est encore plus essentielle. L'objectif est de maintenir la personne dans son milieu de vie, de sécuriser les parcours, mais surtout d'éviter les ruptures. C'est justement là que le territoire devient un espace partagé entre le sanitaire, le médico-social, le social et même les politiques de la ville. C'est l'espace d'échange privilégié où sont discutés les moments toujours complexes de transition d'âge et entre les structures d'accompagnement. Pour structurer cette coopération, un outil a pris une place centrale depuis 2016, le projet territorial de santé mentale, PTSM, parfois complété par des conseils locaux en santé mentale. Tout à fait. Le PTSM vise à améliorer l'accès à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés, sans rupture, en tenant compte des caractéristiques locales autour de 3 missions majeures. Accompagner les personnes dans leur milieu de vie ordinaire, structurer et coordonner l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, et organiser une coordination de second niveau pour garantir l'accès à des prises en charge spécialisées quand elles ne sont pas disponibles à proximité.
Les PTSM sont élaborés par les acteurs de terrain à partir d'un diagnostic territorial partagé, puis validé pour 5 ans par le directeur général de l'ARS. Plusieurs régions ont déjà évalué leur mise en œuvre entre 2021 et 2023. Et ce qui ressort, c'est que le PTSM est devenu un véritable levier de transformation. Il ne s'agit plus seulement de signer des conventions, mais de coproduire une stratégie territoriale intégrée. Une stratégie qui justement engage durablement les hôpitaux, les ESSMS, les communes, les intercommunalités et qui place les usagers au cœur du dispositif. Parce qu'en santé mentale, le territoire, ce n'est pas un décor. C'est un acteur à part entière, un espace où se construit la cohérence des parcours et où se joue très concrètement la qualité de vie des personnes concernées. Après ce panorama territorial, une question essentielle se pose. Comment les coopérations prennent-elles forme dans la vie des personnes concernées ? Car la santé mentale se comprend toujours au travers des parcours concrets, et ces parcours sont multiples. Ils peuvent commencer dès l'enfance, être marqués par des enjeux de précarité, d'inclusion sociale, évoluer avec l'avancée en âge, ou encore se jouer dans des lieux comme les EHPAD. Autant de situations qui montrent, chacune à leur manière, comment un territoire peut soutenir, relier, ou même, parfois, fragiliser un parcours. Pour illustrer ces concepts, Clara va désormais présenter des situations fictives mais inspirées de faits réels. Yassir et Christelle pourront, à la suite, commenter ces situations et montrer comment l'interaction entre l'ensemble des acteurs du monde social et sanitaire permet d'accompagner les personnes. Malo a 2 ans quand ses parents poussent pour la première fois la porte du Centre d'action médico-sociale précoce, CAMPS, sur conseil du pédiatre. Il cherche à comprendre un langage qui tarde, des colères difficiles à apaiser, un regard parfois fuyant. L'équipe pluridisciplinaire observe, joue, écoute, et un trouble du développement d'origine psychique se précise peu à peu. Le CAMPS devient alors le premier repère d'un accompagnement qui s'inscrira dans la durée. Les années passent et Malo a maintenant 8 ans. Scolarisé en primaire, il voit son anxiété augmenter, ses oppositions se renforcer et ses absences se multiplier. L'enseignante et l'infirmière repèrent rapidement sa souffrance et alertent la médecine scolaire, qui devient un relais pour ajuster son parcours. Malo a 17 ans et son quotidien ressemble désormais à une succession d'essais encadrés, pensés pour préparer son passage à l'âge adulte. À l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ITEP, les équipes constatent qu'il reste fragile face aux imprévus, mais capable de tenir une tâche simple dans un cadre clair. Ces stages en établissement et services d'accompagnement par le travail, ESAT, conçus comme des temps d'observation structurés, permettent d'évaluer ses capacités professionnelles. Dans l'atelier de conditionnement, on observe sa précision, sa fatigabilité aussi, sa gestion du bruit et sa manière de demander de l'aide. Ces éléments alimentent le dossier à destination de la Maison départementale des personnes en situation de handicap, MDPH, et orientent les décisions à venir. Ce qui me frappe dans le parcours de Malo, c'est vraiment le besoin de continuité qui s'est construit autour de lui depuis ses 2 ans. On voit bien que, malgré les transitions, petite enfance, école primaire, adolescence, puis maintenant l'insertion professionnelle, il ne doit jamais être laissé dans un vide. Les acteurs se succèdent, sans jamais rompre le fil. En matière de repérage, et ce, dès les premiers signes d'alerte, les centres sociaux départementaux, la PMI, l'école avec l'enseignant et la médecine scolaire organisent un adressage rapide vers les centres spécialisés. Le centre d'action médico-sociale précoce, puis le centre médico-psy ou le centre médico-psy enfants-adolescents prennent le relais pour les premières évaluations et les soins précoces. Et quand les difficultés émotionnelles s'intensifient, la maison des adolescents ou la pédopsychiatrie interviennent. Enfin, lorsque l'accompagnement doit articuler de manière cohérente les dimensions éducatives, thérapeutiques et scolaires, l'ITEP prend le relais pour proposer un cadre structuré et ajusté aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Oui, et ce que tu décris là doit également se prolonger à l'adolescence, mais avec une coloration différente, parce que les enjeux changent. On n'est plus seulement dans le soin ou la scolarité, on commence à parler d'avenir, de travail, de place dans la société. Et à ce titre, tout le travail effectué par les établissements, les services d'aide par le travail, permettent d'évaluer les capacités professionnelles de Malo dans un cadre sécurisé, ce qui est essentiel pour éviter de le projeter trop vite dans un environnement qui pourrait être déstabilisant. Et puis, en plus, on a aussi donc, les dispositifs de droit commun qui rentrent en scène, la mission locale, le PCA, le PMSP, tout cela pour permettre de construire une transition progressive vers l'emploi. Moi, ce que je trouve fondamental, c'est que cette ouverture vers l'insertion, elle ne se fasse pas indépendamment du reste, mais dans une volonté collective d'éviter les ruptures, surtout à ces moments charnières où beaucoup de jeunes décrochent. Les politiques locales de prévention en santé mentale doivent continuer en parallèle de soutenir l'accès aux ressources, les consultations pédopsychiatriques du PTSM, faciliter les orientations rapides
et les CLSM, quand ils existent, renforcer encore cette coordination. Cette orientation, elle peut aussi s'effectuer avec des dispositifs de pair aidance comme les GEM ou d'autres actions qui sont portées par des centres sociaux ou des associations et qui vont permettre de trouver des espaces d'échange qui contribuent là aussi à l'émancipation progressive de Malo. Donc il doit y avoir une constance de ces acteurs, des dispositifs qui permettent cette prise en charge. Et vous, en tant que manager, quel est votre rôle pour organiser le parcours de vie de Malo ? Comme on l'a bien vu dans la situation de Malo, cette continuité ne repose pas seulement sur les professionnels de terrain, mais aussi sur les managers publics qui structurent l'écosystème autour de Malo. Eh bien, nous, les directrices et directeurs d'hôpital, par exemple, on soutient les équipes mobiles de pédopsychiatrie qui peuvent intervenir directement dans les écoles, les foyers ou les établissements médico-sociaux. Finalement, c'est une approche très concrète de prévenir des crises et d'accompagner les équipes éducatives. Les D3S impliqués dans la protection de l'enfance ou le handicap, par exemple, participent au groupe de travail du PTSM, notamment ceux qui portent sur la prévention des ruptures ou sur l'articulation entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, un enjeu majeur à l'approche de 18 ans. Les cadres territoriaux aussi travaillent à aligner les politiques éducatives, comme vous au sein des DH et des 3S, notamment sur la partie soutien à la parentalité, la prévention spécialisée et les dynamiques CLSM dans le cadre d'un PTSM. On le voit dans des actions très très concrètes, que ce soit des campagnes d'orientation d'information, par exemple la maison en santé mentale à Strasbourg, qui est une innovation qui n'existe pas ailleurs, ou aussi la mise en place des semaines d'information sur la santé mentale qui sont proposées par le Psycom, donc qui est cofinancé ARS et autres tutelles, et qui peut être mis en place à Nice notamment. Et puis, dernier point, c'est l'implantation de dispositifs qui sont moins stigmatisants sur la santé mentale, parce que ça peut être un frein pour franchir la porte d'un CMP, avec les dispositifs de cabane des 1000 jours autour de la parentalité et notamment des difficultés en santé mentale que peuvent traverser les parents et les enfants dans cette période des 1000 premiers jours. Tout ça permet de contribuer à créer un environnement où le parcours de Malo n'est pas seulement porté par une institution, mais un ensemble d'acteurs qui vont partager une responsabilité commune. Après le cas de Malo, Clara va désormais nous présenter le cas de Sarah. Adulte, elle nécessite une intervention différente, mais toujours à l'intersection entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Christelle et Yassir commenteront ensuite comment nos structures répondent à ces besoins. Sarah, 35 ans, vit depuis longtemps dans une grande instabilité. Consommation de produits stupéfiants, épisodes psychiatriques non suivis, rupture familiale et hébergement précaire. Elle alterne urgence, accueil de jour, hôtels sociaux et période d'errance. Lorsqu'elle entre au CARUD, c'est d'abord pour se mettre à l'abri. L'équipe l'accueille sans condition. Et peu à peu, Sarah accepte des entretiens où elle évoque angoisse, hallucinations et nuits sans sommeil. Le CARUD crée un lien avec le CMP pour une évaluation psychiatrique. Mais la situation reste fragile. Pas de logement, pas de revenus, pas de médecin traitant. Les hospitalisations se succèdent sans relais clair. Et Sarah retourne souvent à la rue. Quand elle apprend qu'elle est enceinte, la PMI est mobilisée en urgence. Les équipes tentent de construire un accompagnement global, mais la précarité, la consommation et l'instabilité psychique rendent chaque étape incertaine. Ce qui apparaît très clairement dans la situation de Sarah, c'est la manière dont les professionnels doivent composer avec une instabilité permanente. Les services médico-sociaux tentent de maintenir un lien, même fragile, malgré les ruptures de suivi et des besoins multiples. La CARUD reste souvent le premier point d'accroche. Accueil inconditionnel, réduction des risques, premiers soins, repérage des urgences. C'est un lieu où elle revient, même lorsque tout le reste s'effondre. Le XAPA, lorsqu'elle accepte d'y être orientée, propose un accompagnement addictologique et psychologique, mais la continuité est difficile à tenir. Le CMP, sollicité par les équipes de terrain, essaie d'instaurer un suivi psychiatrique. Mais les rendez-vous manqués, les hospitalisations en crise et les ruptures de contact fragilisent tout. En cas de grossesse, la PMI coordonne les consultations prénatales et soutient la parentalité. L'hôpital, via les urgences et la psychiatrie, intervient lors des décompensations. Comme tu le vois, chacun tente de jouer son rôle, mais dans un contexte où chaque avancée peut être remise en cause du jour au lendemain. Moi, de mon côté, ce qui me marque surtout, c'est la manière dont les acteurs sociaux et les dispositifs de lutte contre la précarité vont tenter eux aussi de stabiliser le quotidien de Sarah, mais avec exactement les mêmes difficultés, comme en miroir de ce que vous vivez, vous, les DH et les D3S. Le service d'accès aux droits, que ce soit auprès du CCAS ou des travailleurs sociaux, municipaux ou départementaux, vont s'efforcer de rétablir ces prestations essentielles que sont la couverture maladie, la domiciliation, le RSA, en appui avec des maraudes, des accueils de jour ou même le SIAO qui va chercher des solutions
solutions d'hébergement. Mais toutes ces solutions, elles sont souvent extrêmement temporaires, difficiles à maintenir et même incompatibles avec les réalités de l'addiction et les réalités de santé mentale de Sarah. On essaye, à travers des dispositifs d'intermédiation locative, comme la LT ou le logement d'abord, à contenir ces problématiques de santé, ces problématiques d'addiction, mais c'est une stabilité qui est très fragile. Et parfois, on rate un petit peu le coche avec Sarah, puisque on n'arrive pas à pleinement se coordonner entre nous, on n'arrive pas à faire des recoupements entre le dossier unique d'insertion, le DUI et le dossier médical partagé, pour des raisons liées au secret professionnel, mais ça conduit à ce que Sarah passe à côté de notre porte sans qu'on la voie. Et ça, c'est sans compter les problématiques des dispositifs d'insertion professionnelle. Mais il faut pour ça qu'elle retrouve un minimum de stabilité. Alors certains travailleurs sociaux sont sensibilisés à la santé mentale, c'est notamment le cas en Loire-Atlantique, où le département a mis en place un réseau CARE qui permet aux travailleurs sociaux de travailler sur la santé mentale des personnes vulnérables qui sont dans leurs allocataires. De la même façon, le département de Saône-et-Loire va former de manière interinstitutionnelle, donc autant ses propres travailleurs sociaux que ceux des associations, sur les dispositifs de santé mentale et sur la prévention en santé mentale. Mais tout ça est relativement insuffisant, même si ça constitue un filet de sécurité relatif, puisque dès qu'une rechute ou une expulsion ou une crise psychiatrique intervient, tout va être à reconstruire pour Sarah. Au travers de ces différents parcours de vie, il nous apparaît donc une évidence. Nos publics se croisent, voire ne sont qu'un, et nos coopérations selon nos différents champs sont indispensables. Or, en santé mentale, comme dans d'autres domaines, il semble peu opportun de rationaliser les lieux d'accueil ou de repérage, notamment compte tenu de la singularité de chaque individu dans son parcours. Aussi, malgré leur redondance, souvent résiliente, les interventions des différents acteurs peuvent buter sur des difficultés de coordination. Le manque d'interconnaissance, le manque d'informations partagées, et surtout entre le domaine de la santé et le domaine du social. Car en effet, cette coopération trouve ses limites. DH, D3S, administrateurs territoriaux ont chacun leurs propres objectifs et souvent des temporalités assez différentes et leurs propres obligations. Évidemment, l'hôpital est souvent guidé par l'offre de soins, le médico-social par un accompagnement, un contexte complexe, et les collectivités locales sont guidées par la mise en œuvre de politiques publiques, parfois facultatives, reflétant un programme politique et ses priorités. La logique d'action entre nos métiers arbore ainsi des temporalités différentes. Si un DH et un D3S sont guidés par une temporalité fixée par l'ARS, avec le projet régional de santé, l'action des collectivités locales, elle, va souvent être contrainte par les limites géographiques et politiques d'un mandat. Dès lors, la réflexion autour du parcours en santé mentale doit permettre d'articuler nos différentes actions dans le temps, avec ces distinguos entre le repérage, le secours d'urgence, le soin, et l'espace, le lien social et l'environnement immédiat. J'ajouterais juste que ce qui ressort aussi de nos échanges, c'est qu'on s'aperçoit à quel point il faut une constance dans la prise en charge en santé mentale et d'arriver à proposer aux différents bénéficiaires de nos actions respectives une juste constance, comme il y a une juste proximité en matière de travailleur social, ni trop peu, pour que dans la durée, les bénéficiaires puissent en profiter. Et on entend souvent parler du concept de One Health, qui rappelle avec force que nous avons une seule santé, qui est d'ailleurs conjuguée avec d'autres santé, la santé environnementale, la santé animale, mais aussi la santé des écosystèmes. Et dans cette perspective, le concept de One Health doit dépasser ce cadre théorique, puisque le One Health aussi implique une coopération entre directeurs d'hôpital, directeurs d'établissements sanitaires, social et médico-social, ou encore administrateurs territoriaux, qui devient non seulement pertinente, mais demeure indispensable, essentielle. Elle permet justement de décloisonner des approches, donc de ne plus raisonner en silo, d'aligner les politiques publiques et de construire des réponses cohérentes face aux défis sanitaires et médico-sociaux à laquelle elle est soumise. Dépassant le concept de santé publique, la démarche est aussi une invitation concrète à travailler autrement, plus collectivement et de manière transversale, pour soutenir les personnes accompagnées du service public dans une logique territorialisée où les collectivités jouent un rôle clé. À l'avenir, il nous appartient de créer ces espaces de dialogue territorialisés où tous les acteurs pourront se rencontrer au service de nos usagers communs, les patients, citoyens du territoire. Merci à tous pour votre écoute. Nous concluons cet épisode spécial animé par la promotion Constance Pascal, la promotion Jacqueline de Chambrin et la promotion Madeleine Riffaut. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute.
Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Field Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt!